les podcasts de la Forge de l'Histoire. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce troisième épisode de la Forge de l'Histoire consacré à nos intervenants sur le thème exil et migration. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux auteurs, Naïma Germani et Céline Borello. Naïma Germani est professeure en histoire moderne à l'université de Grenoble-Alpes. Elle a été membre junior de l'Institut universitaire de France de 2012 à 2017. Elle est une spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Allemagne moderne. Elle consacre ses recherches aux droits des personnes et notamment aux droits de l'asile à l'époque moderne. Ses recherches lui donnent l'habilitation à diriger des recherches intitulées « Nous, pauvres exilés, généalogie du droit d'asile au XVIIe siècle ». Notre autre auteur est Céline Borello. Elle est professeure d'histoire moderne à l'université du Mans et membre du TEMOS, le laboratoire Temps, Monde, Société, un laboratoire notamment associé au CNRS, traitant sur les organisations humaines dans différents domaines de recherche. Après une thèse consacrée à la communauté réformée provençale, ses travaux se sont orientés vers l'étude des rapports entre chrétiens au XVIIIe siècle et vers l'analyse des discours politiques et religieux des protestants à la fin de l'Ancien Régime et du 1er XIXe siècle. Elle a également dirigé un ouvrage portant sur les œuvres protestantes en Europe et co-dirigé Questions d'appartenance, les identités de l'Antiquité à nos jours. Une question qui se pose sûrement, pourquoi on parle de protestants ? Quel lien cela a avec l'immigration ? Pour la faire simple, en fait, à l'époque moderne, les protestants étant une minorité religieuse persécutée, ce qui conduisait parfois à des exils et des migrations de la plupart d'entre eux vers des royaumes plus accueillants, plus enclins à ces derniers. Pour cette conférence, nos deux intervenants vont faire une table ronde, c'est-à-dire un débat sur leurs différents thèmes de recherche afin de percevoir des similarités, des différences. Par ailleurs, qu'est-ce qu'a donné ce débat ? Le résumé de la conférence. Maintenant, nous allons passer au résumé de la table ronde qui a eu lieu entre nos modernistes. On le rappelle, la table ronde est un petit débat avec des questions préparées. Ici, on s'intéressait surtout aux exils et migrations à l'époque moderne, notamment de la part des protestants. Ce qui a été expliqué durant cette table ronde, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit d'asile comme on l'entend aujourd'hui. C'est un mot assez ancien, mais c'est surtout un droit à l'abri. Il existe des États qui offrent des accueils d'exil. Chaque groupe a son privilège d'accueil. Ce n'est pas que la religion, mais aussi des raisons politiques. On a des droits d'accueil dans le Saint-Empire romain germanique. Certains territoires décident d'accueillir des protestants par exemple. Ce qui a également été montré, c'est ce qui se passait dans les villes au niveau de l'accueil des protestants. Toutes les villes accueillant les protestants sont parfois en difficulté pour absorber les protestants. C'est le cas de la ville de Genève où il y a eu la réforme calviniste. Les structures d'accueil vont redéployer vers d'autres lieux les migrants qui arrivent. Il y a des endroits où on les attire. Ce qui a été bien expliqué durant la conférence, c'est qu'un exil, cela se prépare. En effet, ceux qui s'exilent doivent parfois tout abandonner. Cela peut être des terres paysannes par exemple. Mais ils doivent aussi se préparer, ne pas circuler en groupe mais seuls, avoir suffisamment de capitaux pour pouvoir espérer survivre. Les interviews de Céline Borello et Naïma Germani vont nous en dire un peu plus. Les interviews de la Forge de l'Histoire. Et tout de suite, nous retrouvons l'interview de Naïma Germani. Alors, vous avez dirigé des recherches intitulées « Nous, pauvres exilés, généalogie du droit d'asile au XVIIe siècle ». En quoi consistent ces recherches exactement ? Qu'est-ce que montrent ces recherches ? Alors, mon sujet de recherche s'intitulait, c'était mon projet d'habilitation à Nous pauvres exilés, généalogie du droit d'asile au XVIIe siècle, qui est devenu un livre qui s'appelle Le droit des exilés, donc généalogie aussi du droit d'asile au XVIIe siècle, paru en 2023 aux presses universitaires de France. C'était un travail qui était parti d'une interrogation et d'une discussion avec une collègue spécialiste de l'Antiquité tardive et qui m'avait fait remarquer qu'il y avait très peu de travaux sur le droit d'asile à l'époque moderne. Il y avait beaucoup de travaux sur le droit d'asile à l'époque antique, médiévale, contemporaine évidemment, mais l'époque moderne c'était un petit peu le parent pauvre, qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux là-dessus, si ce n'est des travaux qui disaient que le droit d'asile connaissait une crise à partir du XVIe siècle, à partir du moment où les autorités territoriales, notamment monarchiques, tentent à le diminuer. C'est un pouvoir, le droit d'asile, c'est un pouvoir d'abord ecclésiastique, un pouvoir d'immunité et de protection pour des personnes persécutées, poursuivies par la justice principalement.
Et ma question, ça a été de me dire, mais alors comment passe-t-on de ce déclin, de cette crise du droit d'asile ecclésiastique à l'époque moderne à la mise en place d'un droit d'asile tel qu'on l'entend aujourd'hui, une protection pour des personnes persécutées mais innocentes, notamment pour des raisons persécutées pour des raisons politiques ou religieuses, qui se met en place à la Révolution française, avec l'article 120 de la Constitution de 1793. Donc il y avait une sorte de vide historiographique, en tout cas de flou historiographique, qui m'a fait poser un certain nombre de questions et je me suis demandé si le tournant, la modification de ce droit d'asile n'était pas dû au fait que l'époque moderne, c'était le grand siècle des exils, et notamment des exils confessionnels, des exils religieux, pour cause de la religion, comme on disait à l'époque, qui touchent les juifs, les protestants, les diverses églises protestantes, parce qu'on a de très nombreux courants protestants à l'époque moderne, pas simplement les luthériens, les calvinistes, mais aussi des ménonites, des anabaptistes, qui sont un petit peu issus de ce mouvement de la réforme engagé dans les années 1520. Et donc je me suis posé la question du destin de ce droit d'asile. Et je me suis aperçue qu'en Allemagne, qui était un haut lieu de réception de groupes d'exilés, des Français protestants, mais aussi des Vaudois, des luthériens de Bohême pendant la guerre de 30 ans, le Saint-Empire reçoit beaucoup comme la Suisse d'ailleurs, beaucoup d'exilés confessionnels. Et j'ai remarqué qu'au XVIIe siècle, de très nombreux juristes s'interrogeaient sur comment on accueille les exilés, c'est-à-dire quels droits on leur donne. Et parce qu'il n'y avait pas véritablement de réflexion sur le droit accordé, le droit de rester, un droit accordé aux personnes exilées qui n'étaient pas poursuivies par la justice, qui n'avaient pas commis de crime ou de délit et qui étaient simplement victimes de politiques de coercition. Et ces politiques de coercition sont très nombreuses à l'époque moderne. J'ai cité l'expulsion des Juifs en 1492, mais on peut parler de l'expulsion des Morisques en 1600, donc des musulmans, des descendants des musulmans d'Espagne qui avaient été convertis, mais qui subissaient quand même une politique de restriction de leurs droits et de persécution. On peut aussi citer des minorités protestantes qui sont obligées de quitter leur territoire, que ce soit et de rejoindre un certain nombre de lieux du refuge, comme l'Angleterre, les Pays-Bas, ce qu'on appelle les Provinces-Unies, certaines principautés du Saint-Empire et certaines villes aussi. Et puis au-delà, il y a les colonies qui sont aussi des lieux de refuge, notamment les colonies anglaises d'Amérique du Nord. Donc ces recherches essayent de penser la recomposition du droit d'asile à cette époque, qu'on appelle à ce moment-là le droit des exilés, c'est ainsi que le renomment les juristes allemands. Et j'essaye de montrer qu'il ne s'agit pas d'une simple réflexion des juristes dans des universités, mais aussi que ces juristes sont influencés, inspirés par tout un travail de représentation, aujourd'hui on dirait de lobbying, des minorités, notamment des minorités protestantes, mais pas que, qui présentent leur situation, leurs souffrances, leurs difficultés et qui réclament des droits. Donc il y a tout un travail de terrain qui est fait par les minorités elles-mêmes quand elles arrivent, ou même en amont, avant qu'elles arrivent, pour négocier des droits. Et donc j'ai montré la convergence des deux, d'une part de ce travail de réclamation, de demande, de droits de protection et la réflexion juridique sur le droit des exilés. Pourquoi avoir fusionné l'histoire du droit et des émotions dans cet ouvrage ? Fusionner l'histoire du droit et l'histoire des émotions pour deux raisons. Parce que le droit d'asile, tel qu'il est justifié par les juristes du XVIIIe siècle, repose sur des sentiments. C'est-à-dire que, grosso modo, pour légitimer le fait qu'on donne des droits à des réfugiés, c'est parce qu'on ressent pour eux de la commisération, comme ils le disent, de la pitié, de la compassion. Et donc, le droit d'asile est justifié, inscrit dans le fait même de donner des droits, l'émotion que suscitent
les réfugiés, les demandeurs d'asile, comme on les appelle aujourd'hui. Donc ça, ce qui est très frappant, c'est de voir qu'il y a tout un vocabulaire de l'émotion qui est rentré dans le droit des exilés, comme on l'appelle à l'époque, dans les traités juridiques, dans les dissertations juridiques qui traitent de ces questions. Donc ça m'a beaucoup intriguée et j'ai décidé de ne pas laisser ça de côté. Ça avait été un peu noté par les historiens. On retrouve aussi ce vocabulaire du droit dans les législations, les édits, les franchises qui sont accordées aux réfugiés au XVIIe siècle, notamment en Allemagne, où il y a tout un préambule qui explique pourquoi on leur donne tous ces droits. Et c'est que le prince a été touché profondément par l'état désastreux dans lequel se trouvent ces réfugiés. Donc ce vocabulaire des sentiments, des émotions m'a beaucoup intriguée et j'ai décidé de m'y pencher et de ne pas faire comme si c'était un détail ou un habillement rhétorique de la part des juristes, comme c'est souvent, à quoi souvent on le réduit. Donc j'ai fait le lien avec toutes les lettres et tout le travail de représentation des souffrances que les exilés adressent aux principautés, aux villes, auprès desquelles ils cherchent refuge. Et donc, j'ai fait le lien entre ce travail de représentation des souffrances avec aussi toute la théologie de l'exil qui se développe au même moment. Ce sont les pasteurs qui développent de très nombreux discours sur la douleur de l'exil, sur les modèles bibliques sur lesquels on peut s'appuyer pour penser sa propre situation d'exilé. Donc il y a tout un vocabulaire. L'exil, c'est la description de l'errance. C'est l'errance de sa propre personne. C'est un état de tristesse, de dénuement, de pauvreté, pas simplement matérielle, mais aussi morale, et qui est largement décrite par celles et ceux qui subissent ce sort, ou par celles et ceux qui voient ces personnes subir ce sort. Donc il était important de montrer que le droit n'est pas simplement un appareil de loi sèche, mais que, en l'occurrence pour le droit d'asile à l'époque moderne, il s'appuie vraiment sur des situations humaines, et même il commence à réfléchir à poser la question de l'humanité, ce qui va beaucoup plus tard donner le questionnement sur les droits humains, sur les droits de l'homme et du citoyen à la Révolution française, mais c'est à ce moment-là que se joue toute la question de qui appartient à l'humanité, qu'est-ce que ces sentiments d'humanité nous autorisent à faire, est-ce que l'humanité, le fait d'appartenir à une commune d'humanité nous donne accès à des droits. Donc c'est vraiment autour de ces questions que se jouait ma réflexion dans mon ouvrage. Est-ce qu'il y a un apport culturel des exilés protestants dans les pays où ils migrent ? Incontestablement, il y a un apport culturel des exilés protestants. On a beaucoup insisté dans l'historiographie des années 70-80 sur l'apport économique des exilés, alors qu'ils soient protestants ou autres. Mais les exilés protestants, et ça c'est plutôt Hubert Bost qui en a beaucoup parlé, ont aussi apporté toute une réflexion. C'est-à-dire déjà, ils partent avec un bagage intellectuel. Beaucoup de philosophes, de théologiens, de juristes partent en exil. Et avec eux, ils amènent non seulement leurs livres, mais aussi tout simplement leur capacité à réfléchir, leur capacité à penser, et à penser notamment leur situation. Hubert Bost a beaucoup parlé d'un philosophe protestant très important qui s'appelle Pierre Bayle, mais qui n'est pas seul et qui est exilé dans les Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, c'est vraiment donc la Hollande, qui est considérée comme le haut lieu de l'accueil de très très nombreuses minorités. C'est un endroit très tolérant. C'est un des endroits les plus tolérants, une république les plus tolérantes d'Europe, sans doute avec l'Angleterre. Et se retrouver dans cette situation de minorité, d'exilés, pousse celles et ceux qui sont capables de prendre la plume à réfléchir à certaines notions, et par exemple à la question de la tolérance. Qu'est-ce que c'est que la tolérance ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux instaurer un régime de tolérance dans un pays plutôt que comme dit
Bayle, plutôt que laisser se dérouler des massacres, des exécutions, des persécutions, etc. Donc il y a toute une réflexion autour effectivement de la tolérance qui se déploie, aussi une réflexion autour du droit, ce qu'on appelle le droit des gens, c'est-à-dire le droit international, donc justement le droit de circuler ou pas, le droit de traverser des frontières, le droit d'être accueilli ailleurs, tout ce qu'aujourd'hui fonde notre droit international, aussi le droit de ne pas intervenir dans les affaires d'autres pays, toutes ces questions qui sont d'une brûlante actualité. Aujourd'hui on parle beaucoup de la violation du droit international. Eh bien ce droit international il se met en place à ce moment-là, qui s'appelle donc le droit des gens. Et le droit d'asile en fait partie, il fait partie de la réflexion des juristes sur le droit des gens en général. Et très souvent, on remarque que ce sont soit des juristes qui ont été exilés, qui réfléchissent là-dessus. C'est le cas de Hugo Grotius, qui est un très très grand juriste néerlandais qui part en exil à Paris et qui écrit un gros traité d'histoire. Pas d'histoire, un traité du droit des gens, du droit de la paix et de la guerre, en 1625. Mais cette réflexion, elle se poursuit, notamment beaucoup en Allemagne, qui, je le répète, est un grand lieu d'accueil. Et c'est aussi un grand lieu de développement de la réflexion universitaire, du droit en général, du droit public, mais aussi du droit international. Donc, ces liens des exilés protestants avec les universitaires sont absolument fondamentaux pour penser des situations nouvelles. C'est-à-dire que les exilés posent des questions aux autorités locales et aux juristes locaux et aux savants locaux pour essayer de trouver une solution à leur situation. Comment penser cette situation nouvelle, inédite, et bien aussi avec des outils, et là en l'occurrence des outils du droit. Peut-on aussi avoir des exilés protestants venant du Royaume de France ou allant au Royaume de France ? La question du retour des exilés protestants retournant au Royaume de France, si j'ai bien compris le sens de la question, oui, c'est encore assez peu étudié, mais ça existe. On sait qu'il y a des protestants qui reviennent d'abord parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place qui leur conviennent dans les pays d'accueil. Il y a aussi des exilés qui le font volontairement par par zèle religieux, et notamment des pasteurs. Les pasteurs sont les premiers à s'exiler parce qu'ils sont sommés de s'exiler. La révocation de l'édit de Nantes prévoit que les pasteurs doivent partir dans les 15 jours. Donc il y a énormément de pasteurs qui partent en exil, mais certains par exemple ne trouvent pas de poste, si je puis dire, par exemple en Angleterre ou aux Pays-Bas ou en Suisse, et ils reviennent en France, mais aussi certains reviennent pour maintenir en place les églises du désert, c'est-à-dire des églises clandestines qui se maintiennent malgré la révocation. Des réunions qui se passent en général à l'extérieur ou dans des maisons, évidemment secrètement, qui permettent de maintenir un culte protestant en pleine interdiction du protestantisme. Donc oui, il y a quelques cas effectivement de retour de protestants en France. Qu'est-ce que l'histoire du droit apporte à l'histoire moderne des protestants ? Alors cette dernière question est immense et c'est une question passionnante. Qu'est-ce que l'histoire du droit apporte à l'histoire moderne des protestants ? Je vais dire deux choses. D'une part, c'est un point qui est en train d'être développé en ce moment, qui n'a pas beaucoup été examiné en tant que tel. Alors il y a bien sûr beaucoup de travaux, notamment en Allemagne, sur le droit et la réforme, que le protestantisme a beaucoup modifié le droit. Il y a une école protestante du droit, incontestablement, qui s'est développée dans le Saint-Empire et en Suisse. Je vais peut-être renverser la question. C'est-à-dire que la question du protestantisme ouvre des questions juridiques qui n'existaient pas. Et ça, quels que soient les pays, c'est-à-dire pas simplement le Saint-Empire, mais aussi en France. Les guerres de religion posent de manière aiguë des questions de droit. Si on n'élimine pas l'hérétique par le feu et le fer, si on décide qu'il a le droit de vivre, de faire partie de la communauté politique, alors il faut lui accorder des droits. Et en l'occurrence, le droit d'exercer son culte, d'avoir ses temples, par exemple, d'avoir éventuellement ses écoles,
sans être menacés, sans être mis en péril quotidiennement. Donc la question du droit de la conscience, par exemple, c'est un droit qui émerge de manière tout à fait fondamentale au XVIe et au XVIIe siècle. Donc l'histoire du droit, elle nous offre des outils pour penser tout un pan de l'histoire de l'époque moderne, et pas simplement l'histoire des protestants. C'est vraiment un fil rouge très important pour l'histoire moderne. L'histoire du droit se heurte inévitablement à la question du droit des minorités. Et de manière un peu plus large, si on va vers le XVIIIe siècle, l'histoire des droits humains, des droits de l'homme. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut renverser la question, c'est que le protestantisme, l'émergence du protestantisme, le caractère pluriconfessionnel, la pluralité des confessions, des religions, oblige les communautés politiques, les principautés, les villes, les républiques de l'époque, en tout cas touchées par l'éclatement confessionnel, à se poser des questions juridiques précises, et parfois très concrètes. Est-ce qu'on peut se partager un même espace dans la ville, un même cimetière? Ça, ce sont les travaux de Jérémy Foa et d'Olivier Christin qui sont très importants sur ces questions et qui posent vraiment des questions de droit extrêmement concrètes, extrêmement quotidiennes. Et puis des questions de droit plus larges, plus générales, qui sont par exemple posées par le départ. Le fait d'être obligé de partir, eh bien, par exemple en Allemagne, ça développe toute une réflexion dans les années... dès les années 1530 en fait, sur est-ce qu'on peut accorder un droit de partir, un ius emigrandi, un droit d'émigrer, qui peut paraître un droit curieux, mais qui en fait permet aux minorités de quitter dans de bonnes conditions la principauté ou la ville ou le village où ils vivent, sans être menacés, surtout sans tout perdre. Parce que c'est ça le problème des réfugiés français, au moment de la révocation des Dinantes, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la possibilité de s'organiser, de vendre leurs biens, ou alors avec beaucoup de prudence, beaucoup de difficultés pour ne pas être repérés, tandis que le droit d'émigrer, qui est institué en 1555 en Allemagne par la paix d'Augsbourg, permet aux minorités de partir dans des délais très larges, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans, de s'organiser, de vendre leur maison, de vendre leurs terres, et de pouvoir organiser, refaire leur vie ailleurs, avec, disons, moins de difficultés. Donc ça, ce sont vraiment des questions tout à fait nouvelles qui émergent à l'époque moderne, et a fortiori, le droit des exilés que j'ai étudié, c'est vraiment tout un pan de l'université allemande et aussi suisse, mais probablement aussi hollandaise, et je suis en train d'explorer ça, qui s'intéresse à ces questions et qui essaye de formaliser des réponses pour savoir comment on accueille, qu'est-ce qu'on leur offre comme droit, est-ce qu'on leur donne le droit de travailler, le droit d'habiter, le droit d'avoir leur culte, leur propre école, selon quelles circonstances, selon quelles limites, est-ce qu'on leur donne une citoyenneté pleine et entière ou pas? Toutes ces questions fondamentales qui permettent d'insérer quelqu'un dans une communauté politique se posent de manière aiguë à la suite de l'arrivée du protestantisme en Europe. Eh bien, merci beaucoup Naïma Germani pour cette interview. Et maintenant, on était censé retrouver l'interview de Madame Borello, sauf que c'était un entretien vocal et il fallait l'enregistrer. Alors, je n'ai pas oublié de l'enregistrer. En fait, sur Zoom, il y a une fonction de demander l'autorisation d'enregistrement à l'autre, ce qui a été fait. Et je pensais que ça suffisait. Et ce qui fait que, en fait, non, il fallait appuyer sur un bouton pour enregistrer. Et du coup, j'ai pas enregistré. Voilà. Ce qui fait que, du coup, j'ai perdu l'interview. Là, c'est tout frais dans ma tête, donc je vais essayer de la retranscrire. Donc j'avais posé comme première question que Madame Borello était membre du TEMOS et je lui ai demandé en quoi consistait son travail au sein du TEMOS. Donc elle m'a expliqué que le TEMOS était un laboratoire de recherche qui regroupait plusieurs chercheurs sur différentes disciplines, que ce soit l'histoire contemporaine, l'histoire moderne, l'histoire antique, l'histoire médiévale, et sur différents thèmes. Elle en l'occurrence c'est les communautés, donc d'où le rapport avec nos protestants qui s'exilent et qui migrent. Elle disait que son rôle au sein du TEMOS c'était
discuter avec les autres historiens et surtout organiser des journées d'études qui servent en fait de colloques, afin ensuite de faire des volumes de colloques et de les retranscrire après. Et après, c'est ce qui donne parfois des articles sur certaines thématiques particulières. Donc le laboratoire du Thémos, c'est un laboratoire comme le CRESAT à la FSESJ. Et donc voilà, c'est un peu son rôle de Thémos, c'est vraiment un rôle de chercheuse qui rédige des articles, qui fait des colloques, des journées d'études. Donc voilà. Après, je lui ai demandé quel est le projet qui lui a plus marqué. Elle a parlé d'un pasteur dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui était présent sur le tableau du serment du jeu de paume, donc en 1789. Et en fait, elle a étudié comment ce pasteur écrivait des choses non religieuses, parce que les pasteurs écrivent des choses religieuses en général. Et en fait, elle a fait un travail sur comment les pasteurs écrivent des choses non religieuses. Et ça a mené vers un bouquin, et du coup, sur ces pasteurs qui écrivent des choses non religieuses. Comment ils écrivent en fait, justement. Et elle a dit, elle faisait part aussi de son impression d'avoir eu une illumination, c'est-à-dire que elle a étudié sur le pasteur, elle s'est dit « Ah, mais il y a plein de pasteurs qui écrivent des choses non religieuses et tout. » Elle a eu une illumination. Ce qui fait que elle a ensuite été passionnée par son projet de recherche sur les pasteurs, sur ces pasteurs-là. Et après, j'ai répondu que ça faisait un peu écho à ce que nous, on faisait historiens, parce que on étudie des commentaires de texte et soudain, on a une petite illumination et on se dit « Ah, c'est pour ça !» Donc voilà. Alors ensuite, je lui ai demandé... Je lui ai dit d'abord qu'elle était également présidente de l'association des historiens modernistes des universités françaises depuis janvier 2025, et je lui ai demandé en quoi consistait cette association. Elle a répondu du coup que l'association des historiens modernistes, c'est une association vraiment qui regroupe absolument tous les modernistes, que ce soit des modernistes expérimentés ou débutants. Et ces associations-là, des historiens modernistes, on retrouve les mêmes sur chaque période, c'est-à-dire qu'on va avoir une association des historiens contemporains, association des historiens médiévistes et association des historiens antiques. Donc voilà, il y a chaque association et le but, c'est vraiment, là encore une fois, de faire des journées de recherche, c'est de former, c'est élaborer des articles, voilà. C'est une association qui est très générale, qui se décline après en plusieurs petites associations, parce que vous allez avoir des associations qui travaillent sur la religion, d'autres, on va dire, sur l'économie. Donc ça, c'est le rôle de cette association, c'est de créer encore une fois de la recherche. Après, je lui ai demandé je me suis centré sur la conférence qui avait été menée, et je lui ai demandé comment s'effectue l'émigration et exil des protestants, et où est-ce qu'ils migrent. Elle a répondu à ça que, en fait, déjà, c'est toutes les classes sociales qui migrent et s'exilent chez les protestants, de manière plus ou moins compliquée, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir des paysans, on peut avoir des gens de la classe moyenne, et on peut avoir des nobles, bref. Et surtout, les migrations et les exils des protestants, c'est très compliqué. Déjà, on laisse nos outils derrière nous, on se trimballe sans outils. Aussi, il faut avoir un plan de préparation. On n'emprunte pas les routes principales, mais plutôt des chemins, disons, de traverse, pour du coup s'exiler. Et c'est un exil qui peut être très long, très fastidieux, très difficile. Et souvent, parce que c'est difficile, on a les protestants français qui reviennent justement. Donc voilà. Après, où est-ce qu'ils migrent ? Ils migrent au Saint-Empire romain germanique. Ils peuvent migrer, du coup, elle m'a expliqué, dans les provinces des Pays-Bas, les provinces unies des Pays-Bas. Ça peut être également en Angleterre. Ce n'est pas la Suisse, étonnamment. Enfin, si, ils migrent en Suisse, mais la Suisse est une plaque tournante pour aller vers d'autres endroits. Donc c'est à peu près ça où ils migrent. Après, je lui ai demandé une phrase en particulier. J'ai demandé quelque chose en particulier. C'était vraiment s'il y avait d'autres religions qui effectuaient des migrations et des exils à l'époque moderne. Alors moi je pensais que je pouvais prendre l'exemple des jansénistes, mais non, en fait les jansénistes, on pense pas directement à eux, mais on peut penser par exemple aux juifs qui en fait ne se convertissaient pas dans la péninsule ibérique. Il y a eu des exils et des migrations des juifs dans la péninsule ibérique, donc ça arrive aussi à l'époque moderne. Et tout ça, ça se passe généralement après la révocation de l'édit de Nantes. Il y a des endroits effectivement où il y a plus d'accueil aussi des protestants, mais aussi exilés vers une région, vers un pays, un royaume,
ou un duché même. Elle a pris l'exemple du duché de Brandebourg. Par exemple, on prend les protestants, on les accueille pour ensuite les faire travailler, participer à la reconstruction, notamment après la guerre de 30 ans. Donc voilà, mais aussi l'accueil il peut ne pas être facile parce que c'est une nouvelle langue, une nouvelle culture, etc. etc. Donc voilà, alors je suis encore désolé pour ce contretemps, mais je remercie encore Madame Borello pour son intervention qui a été très enrichissante. Il y a vraiment eu une discussion et je regrette de ne pas pouvoir plus retranscrire l'entretien ou même d'avoir l'entretien du coup dans sa globalité. C'est ici que se conclut cet épisode de La Forge de l'Histoire et n'hésitez pas à suivre la série sur Radioactive.